Et si un pays pouvait être conquis sans armée, sans bruit, sans même s'en rendre compte? Imaginez, la Grèce, ce berceau de la démocratie, membre historique de l'OTAN, vient de perdre le contrôle de ses ports stratégiques. Pas un coup de feu, pas de tanks dans les rues, juste le silence d'un système numérique, Ageo, venu tout droit de Russie, qui s'est infiltré si profondément dans les infrastructures portuaires que, soudain, tout dépend de Moscou. Les phares, les docks, les radars, la logistique, chaque élément vital du commerce maritime grec répond désormais à des signaux venus de l'extérieur. Ce n'est pas un film d'espionnage, c'est la réalité. Et c'est arrivé en moins de 3 semaines. Pendant que la vie suivait son cours à Athènes, alors que les touristes préparèrent leurs vacances et que les dockers chargèrent les conteneurs comme d'habitude, personne n'a vu venir ce coup de force. Les premières anomalies? Quelques bugs dans les synchronisations, des retards minimes, des feux qui fonctionnent, différemment, mais mieux, plus précis qu'avant. Les techniciens tentent de redémarrer les systèmes. Rien n'y fait. Impossible de reprendre la main. Les mêmes signaux mystérieux apparaissent à Thessalonique, à Patras, dans tous les grands ports du pays. En quelques heures, la Grèce n'a plus la main sur sa propre logistique maritime. Mais le plus frappant, c'est que tout continue de fonctionner. Les grues déplacent les conteneurs, les navires reçoivent des instructions de navigation, les phares guident les bateaux. Sauf que personne, à Athènes ou au ministère de la Défense, ne décide plus rien. Le système tourne, mais pour le compte d'un autre. Et ce n'est pas tout. La base navale américaine de Souda Bay, la plus stratégique du flanc sud de l'OTAN, se retrouve neutralisée. Les mouvements des porte-avions US, autrefois invisibles, sont désormais exposés à l'œil russe. Résultat, une catastrophe pour la position de l'Occident en Méditerranée. Et l'économie grecque vacille. Impossible de revenir en arrière sans s'effondrer, car chaque tentative de déconnexion paralyse les ports. Même la question d'un retour à la drachme, sous garantie russe, est sérieusement évoquée. Ce n'est ni une cyberattaque classique, ni une négociation politique. C'est bien plus subtil, une prise de contrôle technologique totale et surtout invisible, qui change la donne sans un bruit. Personne n'a vu l'annexion arriver, car elle n'a rien détruit. Au contraire, elle a perfectionné le système, rendant toute résistance presque suicidaire. Le plus troublant? En ignorant comment tout cela s'est produit, n'importe quel autre pays moderne pourrait subir le même sort demain, sans même s'en apercevoir. Si la souveraineté peut s'évaporer aussi discrètement, sommes-nous vraiment en sécurité? Mais comment la Grèce en est-elle arrivée là? Et pourquoi personne ne s'est rendu compte du piège avant qu'il ne soit trop tard? C'est ce que nous allons découvrir. Tout semblait normal, jusqu'aux premiers détails techniques ignorés. Début mars 2020, Athènes vivait comme à son habitude. Les rues, toujours animées, sentèrent le café fort et la mer. Les transports en commun bourdonnaient, les marchés débordèrent de fruits, de voix, de vie. Les cargos, silhouettes familières de la côte, entraient et sortaient du port du Pirée, avec la régularité d'une montre suisse. Pour les habitants, rien n'indiquait qu'un bouleversement était en marche. Ni les politiques, ni les médias, ni même les économistes n'avaient la moindre idée de ce qui se tramait dans les profondeurs numériques des infrastructures du pays. Pourtant, sur les quais, là où la technologie croise la sueur, les premiers à s'alarmer ne portaient pas de costume. Ce furent les ingénieurs et les dockers qui remarquèrent d'abord des bizarreries. De minuscules décalages dans les systèmes de gestion portuaire, des portes automatiques hésitant à s'ouvrir, des grues obéissant avec un léger retard, des signaux inconnus apparaissant sur les écrans de contrôle. Au début, on a mis ça sur le compte d'un bug comme un autre, un de ces incidents techniques qui s'arrangent avec un simple redémarrage. Mais cette fois, le redémarrage n'a rien changé. Au contraire, plus on tentait de corriger, plus les anomalies se multipliaient. Ce n'était pas une panne. C'était comme si une force invisible s'installait, couche après couche, remplaçant chaque fonction par une version subtilement différente. En quelques heures, le phénomène s'est étendu. D'autres ports en Grèce ont signalé les mêmes problèmes, les mêmes signaux mystérieux, les mêmes refus d'obtempérer des systèmes autrefois dociles. Dans les bureaux des ministères,
La panique, d'abord feutrée, commençait à sourdre. Les techniciens lancèrent des tentatives pour isoler les systèmes touchés, pour couper la connexion à ce qui semblait être un réseau extérieur. Mais chaque tentative de séparation provoquait l'effet inverse. Des parties entières de la mécanique portuaire cessaient tout simplement de fonctionner. Les grues se figeaient, les écluses automatiques restaient closes, la chaîne logistique menaçait de s'arrêter net. Très vite, le risque n'était plus seulement technique. Les compagnies maritimes ont commencé à alerter. Leurs navires, en approche, recevaient des itinéraires imposés, impossibles à ajuster manuellement. Les capitaines ne pouvaient plus dévier de leur route sans déclencher des erreurs système. À chaque essai de reprendre le contrôle, d'autres pannes survenaient, comme si une main invisible veillait à ce qu'aucun retour en arrière ne soit possible. Il fallut moins de 48 heures pour que la réalité s'impose. Il ne s'agissait pas d'un dysfonctionnement classique. Ce n'était pas du sabotage, pas une attaque visant à détruire ou voler. C'était une substitution silencieuse. Un système complet, étranger, s'était infiltré, AGO, comme l'appelaient les ingénieurs, et avait remplacé la structure numérique à la base de la gestion portuaire grecque. Mais le plus troublant, AGO ne se contentait pas de fonctionner. Il optimisait. Les flux étaient plus fluides, les signaux plus précis, les opérations semblaient, sur le papier, meilleures qu'avant. Personne n'avait donné l'ordre, mais le système était là. Il avait pris la place de l'ancien, sans bruit, sans destruction. Le vrai danger était là. Tout marchait. Mais ce n'était plus la Grèce qui était aux commandes. Les réseaux n'appartenaient plus au pays. Les données circulaient ailleurs. Les serveurs qui pilotent l'assurance, la logistique, jusqu'aux commandes de carburant, répondaient désormais à AGO et non plus aux institutions grecques. Chaque tentative de déconnexion se soldait par un risque de blackout total. Un arrêt, même bref, du port du Pirée, le cœur économique du pays, aurait suffi à déclencher une crise financière d'ampleur nationale. À ce stade, l'évidence s'imposait. La souveraineté du pays ne se jouait plus au bord des quais, mais au cœur des serveurs. Les analystes financiers ont rapidement évalué les conséquences d'un arrêt forcé, des pertes de plusieurs milliards d'euros, la paralysie de la chaîne logistique, le spectre d'un effondrement économique. Les mots qu'aucun gouvernement ne veut entendre circulaient dans les couloirs. Faillite d'État. Et dans le même temps, une note atterrissait sur le bureau du Premier ministre. AGO était synchronisé avec des satellites extérieurs, probablement russes. La Grèce, membre de l'OTAN, venait de perdre le contrôle de son infrastructure stratégique, sans un seul soldat, sans un seul coup de feu. Ce n'était pas une attaque. C'était une nouvelle forme d'annexion, douce, numérique, mais tout aussi implacable. Voilà comment, en quelques jours, de simples anomalies techniques ont ouvert la voie à la perte de contrôle d'une nation entière. Sous-estimer ces petits signaux, c'était ignorer la réalité du pouvoir au XXIe siècle. Une dépendance invisible, mais totale. La menace n'était plus sur le sol, mais dans les réseaux. Mais quelles étaient les conséquences concrètes de ce basculement invisible sur la Grèce? Et si chaque tentative de reprendre la main ne faisait qu'aggraver la situation? C'est exactement ce qui s'est passé en Grèce. Au début, l'intégration du système AGO ressemblait à une simple modernisation. Une couche logicielle s'ajoutait à l'architecture existante, améliorant la gestion des flux portuaires. Les opérateurs grecs y ont vu un bond en avant. Un progrès bienvenu dans un secteur souvent en retard sur l'innovation digitale. Les techniciens notaient certes quelques différences, mais tant que tout tournait mieux, pourquoi s'inquiéter? Personne ne se méfiait vraiment d'un système dont l'efficacité s'avérait supérieure à tout ce qui avait été connu jusqu'alors. Mais, insidieusement, AGO s'est imposé. Les ports grecs, notamment celui du Pirée, n'obéissaient plus aux volontés des opérateurs nationaux. Il répondait désormais aux commandes d'AGO. Chaque navire, chaque container, chaque transaction logistique passait par ces algorithmes qui décidaient de l'ordre des priorités, des itinéraires, du rythme. Sur le papier, la performance atteignait des sommets. Délais réduits, erreurs minimisées, flux optimisés. Pour l'économie, c'était une aubaine. Pour la souveraineté,
Un piège se refermait. Le vrai problème est apparu lorsque des ingénieurs grecs ont tenté, dans la plus grande discrétion, d'isoler certains modules du système. Leur objectif ? Reprendre progressivement la main, restaurer leur autonomie. Mais la réaction fut immédiate et brutale. Les systèmes adjacents se sont figés, les docks se sont arrêtés, la communication entre navires et quais est tombée en panne. Tout le réseau semblait réagir à la douleur d'une greffe arrachée. AGO n'était plus un outil parmi d'autres. Il était devenu le cœur battant de l'infrastructure portuaire. L'arrêter, c'était provoquer un infarctus dans toute l'économie grecque. Ce constat a frappé de plein fouet les autorités, du ministère de la Défense à celui de l'économie. Soudain, des mots longtemps réservés aux manuels de gestion de crise prenaient un sens concret. La Grèce, pays moderne, risquait de perdre sa souveraineté sans qu'un seul soldat étranger ne franchisse ses frontières. AGO avait opéré une annexion invisible, couche après couche, fonction après fonction, jusqu'à rendre tout retour arrière impossible sans prix exorbitant. Car le système n'était pas seulement ancré dans la gestion du port. Il s'était infiltré dans la comptabilité, la finance, l'assurance des cargaisons, la gestion de l'énergie pour les navires. Chaque mouvement de conteneur déclenchait des processus de paiement automatique, transitant par des serveurs hors de contrôle grec. Assurance, carburant, taxes, tout passait par AGO. Les opérateurs de la chaîne logistique, des armateurs aux assureurs, se retrouvaient dépendants d'un réseau aux ramifications opaques, piloté, en dernière instance, par des intérêts étrangers. Les analystes du ministère de l'économie ont vite compris l'étendue du désastre. L'arrêt total d'AGO, ne serait-ce que pour 2 jours, entraînerait des pertes colossales. Pour le port du Pirée, l'un des plus grands hubs d'Europe, chaque journée d'inactivité signifierait des centaines de millions d'euros perdus, des cargaisons bloquées, des chaînes d'approvisionnement rompues. Après une semaine, c'est la logistique nationale qui menace de s'effondrer. Supermarchés vides, industries à l'arrêt, entreprises au bord de la faillite. L'économie tout entière dépendait d'un système dont elle n'était plus la véritable maîtresse. Plus insidieux encore, l'efficacité d'AGO rendait tout retour en arrière impensable. Les entreprises, les transporteurs, les salariés voyaient leur quotidien amélioré. Pour beaucoup, débrancher AGO n'était pas une question de souveraineté, mais de survie économique. On entendait déjà les voix s'élever. Pourquoi risquer une catastrophe pour une abstraction politique, alors que le système livre, chaque jour, la preuve de ses bienfaits? Ce dilemme, entre principe et pragmatisme, est devenu le terrain de jeu parfait pour Moscou. Car la dépendance n'était pas que logistique. AGO avait aussi tissé ses fils dans la finance et l'assurance maritime, dans la gestion énergétique du port, dans les remboursements de taxes douanières. Un véritable filet numérique, serré, profond, presque invisible. Se débrancher d'AGO, ce n'était pas seulement couper un logiciel, c'était sectionner la moelle épinière économique du pays. Face à cette réalité, la question n'était plus de savoir comment restaurer la souveraineté, mais s'il était seulement possible de survivre sans ce système. Toute tentative de libération risquait d'entraîner, en quelques heures, un effondrement économique et social. Chômage massif, panique sur les marchés, faillites en cascade, crise politique d'une ampleur inédite. La Grèce découvrait l'envers du progrès. Sa souveraineté avait été troquée, presque à son insu, contre l'illusion d'une efficacité parfaite. Un système étranger, présenté comme une simple amélioration technologique, avait, en quelques mois, pris les commandes de secteurs vitaux, rendant l'autonomie nationale aussi inaccessible qu'un souvenir d'un autre temps. Désormais, toute la société grecque était prise au piège d'une dépendance absolue. Le moindre faux pas, la moindre tentative de retrait, pouvait déclencher une onde de choc fatale. Les décideurs n'avaient plus le choix qu'entre 2 abîmes, poursuivre dans la dépendance, avec la crainte d'un chantage permanent, ou tenter une rupture, avec la certitude de bouleversements économiques majeurs. Face à ce piège, la Grèce est-elle encore maîtresse de son sort, ou déjà soumise à une nouvelle puissance? Un choix impossible, liberté ou stabilité? Voilà le dilemme brutal qui s'est posé à Athènes en l'espace de quelques jours. Pour le gouvernement grec,
La réalité est implacable. Couper le système AGO, c'est risquer l'effondrement immédiat des ports, des emplois, des revenus du pays entier. Mais l'accepter, c'est entrer dans une dépendance étrangère qui ne dit pas son nom, une tutelle numérique dont on ne s'évade pas. Dans les rues d'Athènes, la colère et la peur s'entremêlent. Deux foules s'opposent, chacune convaincue d'agir pour le bien du pays, mais sur des lignes de fracture inédites. D'un côté, les défenseurs acharnés de la souveraineté scandent « la Grèce aux Grecs ». Pour eux, il est impensable d'abandonner la maîtrise d'une infrastructure aussi vitale à des intérêts étrangers, fût-ce au prix de sacrifices économiques colossaux. Nous ne sommes pas un laboratoire. Le mot revient encore et encore, comme un cri de défi. Face à eux, une autre Grèce, tout aussi bruyante, mais poussée par la peur de tout perdre. Celle des travailleurs portuaires, des logisticiens, des familles dépendantes de l'activité maritime. Pour eux, la priorité, c'est de préserver les emplois, la stabilité, d'éviter un retour à la misère des années de crise. On ne peut pas se permettre de tout arrêter. Trouvons une solution. Négocions. Entre principe et survie, la société grecque se fissure, et cette fracture-là, aucun ennemi extérieur n'aurait pu l'imposer avec autant d'efficacité. Au Parlement, le débat vire à l'affrontement philosophique. Les alliances habituelles éclatent. À droite comme à gauche, certains réclament la rupture immédiate avec AGO, peu importe le prix. D'autres appellent au pragmatisme, à une négociation avec Moscou pour trouver une sortie maîtrisée. Mais très vite, une vérité s'impose. AGO ne tolère pas les demi-mesures. On est dedans ou on est dehors. Pas de nuances, pas de mode dégradé. Un seul interrupteur, tout ou rien. Et pendant que la crise s'envenime, la pression diplomatique monte. Moscou joue une partition sans fausse note. Pas de menaces, pas de bruit de bottes. Sergueï Lavrov, arrivé discrètement à Athènes avec une délégation de techniciens, parle d'offre et non d'ultimatum. La Russie n'intervient pas, la Russie propose. Son discours est calme, presque glacial, mais le sous-texte est limpide. Selon Lavrov, la Grèce a aujourd'hui atteint un niveau de sécurité qu'aucun allié européen n'avait su garantir depuis des décennies. L'implication ? La Russie est déjà là, indispensable. Elle n'a rien imposé. Elle tend la main. Mais c'est une main dont il est impossible de se libérer sans conséquences immédiates. À Washington, le Pentagone réagit en quelques heures. Un porte-parole décrit la situation comme une « occupation digitale », une première dans l'histoire de l'OTAN. Ce n'est pas un investissement, c'est une occupation sans soldats. L'expression fait le tour des chaînes d'infos, révélant la panique feutrée des chancelleries occidentales. Le rapport de force a changé, sans un seul coup de feu. À Bruxelles, l'incompréhension domine. Comment un membre de l'Alliance a-t-il pu voir son infrastructure la plus critique passer sous contrôle externe sans que personne ne le voie venir ? On exige des explications d'Athènes, mais il n'y en a pas. Toute tentative de rassurer les partenaires ou de préparer un décrochage d'AGO ferait immédiatement plonger la bourse et affoler les marchés. Le piège se referme. Face à la crise, la réponse européenne se limite à des communiqués prudents. Quelques diplomates, lucides, le disent tout haut. Pour la première fois, un État ne perd pas sa souveraineté sous la pression militaire, mais à cause de sa dépendance technologique. Et cela change tout. Car contre les tanks, on connaît la riposte. Contre les sanctions, on peut négocier. Mais face à un système qui gère ports, emplois, flux logistiques, et dont chaque boulon numérique est contrôlé de loin, il n'y a pas de bouton reset. Dans les coulisses, Vladimir Poutine résume la nouvelle donne lors d'une réunion gouvernementale dont les propos filtrent vite dans la presse. Nous créons un nouveau cadre logistique. Ceux qui en font partie avancent, ceux qui restent à l'écart reculent. Pas besoin d'annexer un territoire, pas même de statuer sur un traité. L'emprise est déjà là, invisible, totale. En Grèce, l'épreuve devient existentielle. La population n'est plus divisée entre pro ou anti-russes, mais entre le désir d'autonomie et la peur du chaos. Et ce clivage, bien plus que la pression extérieure, menace la cohésion nationale. Chacun s'accuse d'irresponsabilité, de trahison, d'aveuglement.
Mais aucune solution ne permet de concilier liberté, stabilité. Le cœur du dilemme, c'est que choisir l'un, c'est sacrifier l'autre. Et cette paralysie n'est pas qu'un problème grec. Car à mesure que la crise s'enlise, les experts en sécurité de toute l'Europe commencent à reconstituer le puzzle. Ils se souviennent de signaux faibles, de petits ports d'Afrique du Nord modernisés en catimini, de systèmes numériques posés dans les Balkans via des partenariats asiatiques, de personnel technique formant les équipes locales tout en gardant des accès à distance. À l'époque, personne n'a cherché à comprendre. Aujourd'hui, tout s'éclaire. AGO n'est pas une exception, mais la pointe émergée d'une stratégie globale de pénétration silencieuse. Le vrai risque, c'est que l'impuissance politique et la division interne ouvrent la voie à une dépendance irréversible. Car si l'on s'habitue à ce nouvel état de fait, si l'on renonce à résister faute de solutions simples, la souveraineté n'est plus qu'un mot. Et cette transformation, insidieuse, incrémentale, sans drapeau ni frontières, peut s'étendre à n'importe quel pays connecté, sans prévenir. Alors, la Grèce est-elle un cas isolé, ou bien le laboratoire d'une révolution silencieuse qui pourrait bouleverser l'équilibre mondial? C'est la question à laquelle il faut s'attaquer, avant que le reste du monde ne découvre qu'il a, lui aussi, déjà perdu le contrôle de ses leviers essentiels. Ce qui est arrivé à Athènes peut arriver partout. Il faut bien comprendre, ce qui s'est passé en Grèce n'est pas une anomalie, ni une exception européenne. Au contraire, c'est la première démonstration grandeur nature d'une méthode bien plus vaste, testée ailleurs depuis des années, souvent dans l'indifférence générale. Des signaux faibles, il y en a eu. En Afrique du Nord, dans plusieurs ports stratégiques, on a vu apparaître discrètement de nouveaux systèmes de gestion, officiellement fournis par des partenaires asiatiques, mais dont la véritable origine et la finalité échappaient à la plupart. Dans les Balkans, même scénario, des infrastructures portuaires modernisées à coût d'investissements venus d'ailleurs, des logiciels de pilotage flambant neufs, des techniciens étrangers qui, après avoir formé les équipes locales, conservaient l'accès à distance au système. Et personne ne posait de questions, parce que tout ça ressemblait à un simple progrès technologique, une modernisation bienvenue dans des régions en manque d'investissement. Mais la réalité, dévoilée par le cas grec, c'est qu'il s'agissait d'un filet. Un réseau de dépendance tissé patiemment. AGO, le système numérique qui a fait basculer Athènes, n'est qu'une pièce d'un puzzle beaucoup plus large. On le comprend aujourd'hui. La Russie n'a pas cherché à annexer la Grèce à la façon du XXe siècle, par l'armée ou la provocation militaire. Elle a opté pour l'intégration économique silencieuse, en ancrant le cœur logistique du pays dans une infrastructure qu'elle contrôle. L'objectif ? Créer une situation où sortir du système AGO coûterait plus cher que d'y rester. Où couper le lien reviendrait à provoquer une crise économique instantanée, visible minute par minute sur tous les marchés du monde. C'est une forme de conquête sans bruit, sans visage, sans char, mais avec des conséquences tout aussi radicales. Et pour verrouiller cette dépendance, Moscou a ajouté une dimension monétaire à son offre. En parallèle de la mainmise technologique, une alternative à l'euro s'est dessinée dans les coulisses. Le retour hypothétique à la drachme, mais pas n'importe laquelle. Une drachme sécurisée, adossée à l'or des réserves russes et peut-être des BRICS, pour garantir sa crédibilité. Pour un pays marqué au fer rouge par les politiques d'austérité européennes, ce scénario avait de quoi séduire. Autonomie monétaire, protection contre les pressions de Bruxelles, stabilité promise par le parapluie russe. D'un côté, un système numérique dont on ne peut plus se passer. De l'autre, une monnaie de repli, prête à l'emploi et présentée comme un gage de souveraineté retrouvée. En face, la réaction européenne et atlantique a été d'une lenteur presque tragique. Ni l'OTAN ni l'Union européenne n'avaient anticipé une telle stratégie. Habitués à raisonner en termes de menaces militaires, d'invasions armées ou de cyberattaques massives, les experts n'avaient pas de doctrine pour répondre à une intégration invisible, réalisée en quelques semaines, sans déploiement de troupes ni effusion de sang. Les manuels stratégiques regorgent de scénarios de riposte à des attaques classiques, mais aucun ne prévoit la résistance à une annexion par dépendances numériques essentielles. Dès que la crise a éclaté à Athènes, le dilemme est devenu insurmontable.
Exiger que la Grèce coupe AGO, c'était lui demander de sacrifier son économie. Laisser faire, c'était reconnaître l'impuissance du bloc à défendre sa propre cohésion contre une forme de guerre qui ne se voit pas. Ce qui s'est joué, ce n'est pas seulement l'avenir d'un port ou d'un gouvernement, mais la redéfinition même de la souveraineté au XXIe siècle. Aujourd'hui, le pouvoir appartient à celui qui maîtrise les systèmes critiques, pas à celui qui occupe des territoires. La vraie domination ne passe plus par les tanks, mais par la capacité à contrôler les flux d'informations, de marchandises, d'énergie, de données économiques. Les ports grecs ne sont pas tombés parce qu'une armée est entrée à Athènes, mais parce qu'un logiciel a changé de main. Et cette transformation, personne ne l'a vu venir assez tôt. Pour tous les pays connectés, la leçon est brutale. Ignorer ce qui s'est passé en Grèce, c'est s'exposer à la même vulnérabilité, à la même impuissance face à une emprise qui ne fait pas de bruit. La guerre silencieuse, celle qui se joue dans les câbles, les serveurs, les contrats de maintenance, est déjà là. L'idée que la sécurité nationale se limite à défendre les frontières ou à surveiller le ciel est désormais caduque. Il est urgent de repenser toute la doctrine de protection des États. Cela veut dire cartographier ses dépendances numériques, surveiller ses points d'entrée technologiques, développer des alternatives souveraines et surtout, comprendre que chaque amélioration importée peut devenir une chaîne, chaque système intégré une potentielle porte d'entrée pour une mainmise étrangère. La Grèce, en cédant le contrôle de ses ports à un système AGO, n'a pas seulement perdu un levier économique, elle a mis à nu les failles de toute une vision européenne de la sécurité, fondée sur le passé, dépassée par la réalité du présent. C'est un avertissement pour chaque pays qui pense que la stabilité se résume à des alliances militaires ou à des traités économiques. Ce monde-là n'existe plus. Ce qui compte désormais, c'est qui détient la clé des infrastructures. Et ce pouvoir-là, il ne se prend plus par la force, mais par la dépendance. Nous sommes arrivés à un point de bascule. Soit nous tirons les leçons de l'affaire grecque, soit nous acceptons, en silence, que notre souveraineté puisse un jour s'évaporer, morceau par morceau, sans un seul coup de feu. La vraie question, désormais, n'est plus technique, mais existentielle. Que vaut notre souveraineté à l'ère des réseaux? Demain, serez-vous capable de reconnaître les chaînes avant qu'il ne soit trop tard? Parce que ce n'est plus le son des bottes, ni le fracas des blindés qui annoncent la perte de souveraineté. Ce sont des ports qui basculent silencieusement, des réseaux numériques qui paraissent inoffensifs, des systèmes qui s'intègrent dans le quotidien en promettant l'efficacité, et qui un matin font de nous des locataires sur notre propre territoire. Ce qui s'est passé en Grèce n'est pas un simple épisode isolé, un accident de l'histoire ou un bug politique. C'est un laboratoire à ciel ouvert qui révèle une vérité dérangeante. Aujourd'hui, ce n'est plus la force militaire qui fait la loi, c'est l'emprise sur les systèmes qui irriguent la vie économique, logistique et sociale. Même les analystes les plus lucides de Londres l'ont dit. La révolution géopolitique ne se voit pas, elle s'insinue. Elle ne déplace aucun drapeau, elle redessine les flux invisibles, ceux des données, des marchandises, des capitaux. Regardez la réaction du monde. Compagnies d'assurance recalibrant leurs risques, investisseurs occidentaux détournant leurs fonds, chaînes logistiques réécrites en temps réel. Mais toutes ces ripostes ne sont venues qu'après coup. L'essentiel était déjà joué. La maîtrise du port grec n'était plus une question de frontières, mais de lignes de code, d'algorithmes et de protocoles intégrés dans le réseau. La vraie question, ce n'est plus qui envoie des troupes, mais qui construit les systèmes. Ce changement de paradigme a pris tout le monde de vitesse. L'OTAN, conçue pour dissuader les invasions classiques, s'est retrouvée désarmée face à cette colonisation par les infrastructures. La défense collective protège des chars, pas des chevaux de Troie numériques qui s'installent avec notre consentement, sous prétexte de modernisation ou d'efficacité. Les réponses occidentales sont venues. Audits renforcés, protocoles de sécurité, méfiance accrue envers les projets externes. Mais tout cela reste réactif, jamais préventif. La force de la stratégie russe, c'est d'avoir créé la dépendance avant même qu'on ait posé la question de la souveraineté. Et c'est là le vrai risque. Croire que l'indépendance se joue uniquement sur le terrain,
alors qu'elle se décide désormais dans les serveurs, les data centers, les logiciels qui orchestrent nos vies invisiblement. Ce n'est pas une menace lointaine, abstraite ou réservée à d'autres continents. C'est ici, en Europe, dans nos ports, nos réseaux énergétiques, nos systèmes de santé, nos aéroports, nos administrations. Partout où l'on accueille un système externe, on accueille aussi la possibilité que la clé soit ailleurs. Ignorer ce glissement, c'est accepter que demain, nos politiques, nos entreprises, notre sécurité et notre prospérité puissent être décidées hors de nos frontières, sans qu'aucun coup de feu n'ait été tiré. C'est permettre à d'autres de fixer les règles du jeu, simplement parce qu'ils ont été les premiers à s'intégrer, à rendre leurs outils indispensables, à enchaîner notre économie à leur bon vouloir. Voilà ce qu'a vécu la Grèce, le test grandeur nature d'une nouvelle forme de domination, sans bruit, sans violence, mais d'autant plus durable. Alors, que faire? Refuser la paranoïa n'empêche pas la lucidité. Refuser l'isolationnisme n'interdit pas la vigilance. Il ne s'agit pas de tourner le dos à toute coopération, mais de comprendre que la véritable autonomie s'entretient et se défend à chaque étape de nos choix technologiques. À chaque fois que l'on confie une brique essentielle de notre infrastructure à une puissance étrangère, on parie sur sa bienveillance ou sur notre capacité à assumer la dépendance. Pour les décideurs, l'enjeu est d'apprendre à poser les bonnes questions avant que les solutions s'imposent d'elles-mêmes. Pour chaque citoyen, il s'agit de comprendre que la souveraineté ne se résume plus à la défense du territoire, mais à la maîtrise de nos outils, de nos flux et de nos données. Parce que demain, la souveraineté de votre pays, et donc votre avenir, votre emploi, votre sécurité, dépendra de votre capacité collective à repérer ces chaînes invisibles et à refuser la facilité de la dépendance. Le cas grec n'est pas la fin d'une histoire. C'est le premier chapitre d'une ère nouvelle où la frontière entre coopération et capitulation est plus floue que jamais. Où la domination ne passe plus par la conquête, mais par l'intégration. Où la prise de contrôle n'a pas besoin d'armée, mais seulement d'un accord signé sans vigilance. La question n'est donc plus si cela arrivera ailleurs, mais quand, et surtout, serez-vous prêt à le voir venir? Parce que la menace la plus dangereuse est celle que l'on ne sait pas reconnaître, celle qui avance masquée sous les habits de la modernité, de la compétitivité, du progrès. À chacun de ne pas attendre le réveil brutal. À chacun de rester attentif, de questionner, d'exiger la transparence sur ces technologies qui gouvernent déjà nos vies. Car la souveraineté aujourd'hui n'est plus un luxe ni un slogan. C'est le socle de tout ce que nous voulons protéger. Merci d'avoir suivi ce récit jusqu'au bout. À vous de choisir si, demain, vous saurez reconnaître les chaînes invisibles, ou si vous attendrez qu'il soit trop tard.